Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce septième rendez-vous de l'actu de l'année 2024. Je suis Alix Lavenant, élève externe de la 63e promotion. Et bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandra Bessis, élève interne. Ensemble, nous allons aborder le sujet suivant. La Convention d'objectifs et de gestion de la branche accident du travail maladie professionnelle permet-elle de mettre en œuvre une politique de prévention plus efficace? Alors, saviez-vous qu'en France, 2 personnes meurent chaque jour à cause de leur travail? La France est en effet qualifiée de mauvaise élève au niveau européen, tant dans les accidents du travail mortels que plus globalement dans sa sinistralité. Ce qu'on met derrière, ce sont les accidents du travail, de trajet et maladies professionnelles. Alors, pour agir sur les risques liés au travail, la prévention, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire, c'est un levier indiscutable. Elle est déjà déployée depuis de nombreuses années au sein de la branche AT-MP de l'assurance maladie et elle fait même partie des actions socles auprès de ses usagers. En effet, depuis la création de la sécurité sociale, dans la loi du 30 octobre 1946, il a été instauré une approche préventive à travers une méthode de tarification incitative auprès des employeurs. Néanmoins, malgré l'affirmation dès 1946 du principe selon lequel la prévention des accidents du travail doit prévaloir sur l'objectif de réparation, eh bien, cela ne représente que 4% du budget de la branche AT-MP. Alors, cette place secondaire accordée à la prévention s'observe malheureusement à une échelle également plus large sur l'ensemble des dépenses de santé, puisque selon l'adresse en 2023, sur le budget total de dépenses de santé qui était de 313 milliards d'euros, eh bien, on ne comptait que 12 milliards d'euros de dépenses pour la prévention. Alors, face à ces constats, en avril 2024, le ministère du Travail évoquait l'atteinte d'un plancher de verre. Et il est vrai que les chiffres interrogent. On note à peu près 700 000 sinistres qui ont donné lieu à un arrêt de travail. On compte environ 33 accidents du travail pour 1000 salariés en moyenne. Et en 2022, il a été recensé 738 décès parmi les accidents du travail, auxquels on peut ajouter 286 accidents de trajet mortels reconnus par l'assurance maladie, ainsi que 151 accidents mortels recensés par la MSA en 2022. Et cette situation de sinistralité, elle questionne la politique de prévention actuelle des accidents du travail et maladies professionnelles. Pour répondre à ces enjeux, la branche, elle a signé sa nouvelle coche pour la période 2023-2028 et elle affiche des ambitions fortes en la matière. Tout d'abord, poursuivre la réduction de la sinistralité par la prévention notamment, renforcer la qualité et les conditions de travail tout en assurant la performance économique et réduire les inégalités sectorielles et socioprofessionnelles en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles. Ainsi, il convient de s'interroger dans quelle mesure la COG ATMP permet-elle de mettre en œuvre une politique de prévention plus efficace. Pour y répondre, nous présenterons le cadre dans lequel évolue la branche et nous aborderons ensuite l'état de la sinistralité en France et mettrons en lumière la manière dont cette nouvelle COG adapte son approche préventive. Enfin, nous pointerons les limites et relèverons les propositions qui nous semblent pertinentes pour réduire les risques professionnels et, in fine, la sinistralité en France. Alors, en avant-propos, si on devait résumer ce qui structure la branche AT-MP de l'assurance maladie, on pourrait dire que la protection des salariés du régime général et des travailleurs indépendants, eh bien, s'articule autour de 3 missions: la tarification, la prévention et la réparation. Qu'il y a une gouvernance historique de la branche par les partenaires sociaux qui sont issus de différents secteurs d'activité pour proposer une politique de prévention qui soit adaptée au secteur professionnel. Il y a un principe de tarification des cotisations qui est différencié en fonction du nombre de salariés de la branche professionnelle, mais aussi de la sinistralité même de l'entreprise. Et puis, en termes de chiffres clés, eh bien, on peut citer 20,5 millions de salariés qui sont couverts par la branche AT-MP en 2022 pour un budget, on l'a dit tout à l'heure, de 12,2 milliards d'euros. Alors, par ailleurs, la branche AT-MP, elle agit au milieu de partenaires et d'un écosystème qui est composé d'acteurs œuvrant pour la prévention en santé et en santé au travail. Alors, sans balayer totalement ce schéma, on peut néanmoins citer le rôle des pouvoirs publics, alors que ce soit au niveau européen. On peut citer l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, la Commission européenne, mais évidemment également au niveau de l'État, le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins, le ministère du Travail et de l'Emploi. Ce sont eux, par ailleurs, qui mettent en œuvre le plan santé au travail auquel cette convention d'objectifs et de gestion se rattache. Et puis,
la prévention en santé, c'est aussi tous les acteurs publics qui gravitent autour de la santé et de la santé publique. On peut citer notamment Santé publique France. Si on redescend d'un cran au niveau de la sécurité sociale, eh bien évidemment, on doit citer la CNAM, la CCMSA, et puis en déclinaison Eurogip, l'INRS et tous les acteurs qui sont chargés de décliner ces politiques, les CEPAM, la CRAMIF, les CARSAT ou encore les CGSS. À une autre échelle, on peut citer la DRET, l'inspection du travail, ou des agences nationales comme l'ANACT. Au niveau des entreprises, on peut mettre en lumière les CPST, les services de prévention en santé au travail, qu'ils soient interentreprises ou autonomes, et bien évidemment l'employeur, les partenaires sociaux, alors à échelle locale, mais également au niveau des branches professionnelles, et on peut même citer les salariés via les sauveteurs secouristes du travail, par exemple. Enfin, on pourrait même ajouter certaines mutuelles qui investissent ce champ par des approches préventives par secteur professionnel. Mais Alexandra, quelles sont les obligations et les responsabilités de l'employeur? Alors, l'employeur, il est contraint sur le plan légal avec des principes de prévention qui fondent sa responsabilité. Alors, c'est l'article L421-2 du Code du travail qui s'articule autour de 9 principes de prévention qui sont obligatoires à appliquer. Alors, c'est certes un enjeu de performance économique, d'attractivité, mais aussi de santé publique, puisqu'en effet, au-delà de l'atteinte à la santé, à la capacité de travailler de chaque travailleur et de chaque victime, ce sont des journées de travail perdues pour l'employeur. Selon Jean-Philippe Vinquant, dans le podcast Parlons peu, parlons sécu, c'est 72 millions de jours d'arrêt de travail en moins en 2022, soit l'équivalent de travail annuel de soit 310 000 personnes. Et puis enfin, la prévention, eh bien, ça devrait être un domaine d'action évident pour l'employeur. Il n'y a en effet pas de performance économique sans performance sociale de l'entreprise, souligné dans le rapport Lecoq. Et puis surtout, de manière très concrète, eh bien, ça permet à l'employeur de réduire le montant de ses cotisations. Et de quelle manière l'employeur est incité à agir en matière de prévention des risques professionnels? Justement, un des leviers principaux et un outil historique, c'est la tarification qui contribue pleinement à cette approche préventive. Alors, en quelques mots, la tarification AT-MP, ça constitue un levier clé pour inciter les employeurs à prévenir les risques professionnels en intégrant la sinistralité dans le calcul de son taux de cotisation. Ça poursuit 3 objectifs: financer la branche, mutualiser les risques entre employeurs et puis encourager la prévention, bien que ces objectifs puissent être parfois contradictoires. Ces dernières décennies, des réformes ont renforcé l'individualisation des cotisations pour encore inciter davantage à plus d'approches préventives, en faisant évoluer par exemple les seuils des taux de cotisation. En parallèle, le dispositif de ristourne permet de récompenser les entreprises qui s'engagent pleinement dans ces démarches préventives. Alors, la politique de prévention, elle est inscrite dans cette nouvelle COG et elle a pour enjeu de répondre au modèle de sinistralité actuel. Est-ce que, Alix, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, tout d'abord, si l'on observe une réduction du nombre d'accidents de travail, l'évolution de la sinistralité, elle se caractérise par 3 phénomènes. Une augmentation de 5% des accidents du trajet, une augmentation des maladies professionnelles de 7% et un niveau élevé d'accidents mortels dont la tendance ne diminue pas. Et néanmoins, d'importantes inégalités demeurent entre les secteurs d'activité, les classes socio-professionnelles et le statut professionnel. Premièrement, la sinistralité, elle diffère selon les filières d'activité. Si les filières les plus accidentogènes, comme la métallurgie, ont connu des progrès grâce à une action de prévention renforcée, à contrario, le secteur des établissements et des services médico-sociaux, mais également des hypermarchés, eux, ont assisté à une détérioration rapide de leur situation. Et par exemple, en 2021, l'indice de fréquence des accidents du travail était de 105 accidents pour 1000 salariés dans le secteur de l'aide à domicile, alors qu'il est en moyenne de 30 accidents, tous secteurs confondus. Et le secteur de la construction, il reste aussi celui dont la fréquence d'accidents mortels est la plus importante. Deuxièmement, le statut professionnel a aussi une incidence sur l'exposition aux risques professionnels. Plus le statut est précaire, comme le fait des travailleurs intérimaires, plus le nombre de salariés qui est concerné par au moins un arrêt de travail est élevé. Et enfin, lorsqu'on s'intéresse aux catégories socio-professionnelles, l'exposition aux facteurs de risque et l'intensité de cette exposition, elle diffère également. Selon l'enquête Summer de 2017, qui a été menée par la DARES, qui évalue l'exposition aux risques physiques, biologiques et chimiques parmi l'ensemble des salariés du secteur privé et de la MSA,
ce sont les catégories socio-professionnelles inférieures qui sont les plus exposées à l'ensemble de ces risques. Et à contrario, les catégories socio-professionnelles supérieures, elles, sont davantage exposées aux contraintes organisationnelles et aux risques psychosociaux. Et en comparaison européenne, l'exposition des travailleurs français, elle est également préoccupante. Selon l'enquête Eurofound, 66% des Français déclarent réaliser des mouvements répétitifs, souvent, voire toujours, dans le cadre de leur activité. Et cela est supérieur de 20 points par rapport à l'Allemagne. Alors, face à cette situation, quels sont les moyens mis en œuvre dans la nouvelle COG? Alors, pour renforcer cette ambition préventive, la convention d'objectifs et de gestion, elle est marquée par des ambitions et des moyens, une approche et des moyens ambitieux. Tout d'abord, l'allongement de sa durée d'1 an par rapport à la période précédente et d'autre part également l'augmentation significative de ces moyens par rapport à 2022. Et ça se traduit par une trajectoire d'emploi à la hausse dédiée à la prévention des risques professionnels, des dotations aussi en augmentation pour l'INRS et Eurogip, et aussi une dotation en augmentation pour les aides directes aux entreprises. Pour répondre au modèle de sinistralité qui est exposé, la branche elle développe aussi une politique de prévention qui est ciblée sur les principaux facteurs de risque à l'origine de la grande majorité des accidents du travail et des maladies professionnelles. 4 d'entre eux bénéficient de programmes nationaux de prévention qui déclinent ensuite un accompagnement des entreprises par les acteurs de la prévention du réseau des CARSAT notamment. Les troubles musculo-squelettiques et les risques chimiques, qui sont les deux principales causes de maladies professionnelles, elles font l'objet de programmes qui sont reconduits et renforcés pour cette période conventionnelle. Mais l'augmentation croissante des risques psychosociaux et des accidents graves et mortels a favorisé la création de 2 nouveaux programmes dans cette COG. Et ces programmes, ils développent aussi une approche sectorielle orientée vers les secteurs qui sont les plus sinistrogènes. Et ce sont les secteurs du BTP, du médico-social et de l'intérim qui sont ciblés. Alors, Alix, est-ce que ces efforts portent leurs fruits? Alors oui, l'évaluation du programme TMS Pro qui a été réalisée en 2021, elle met en avant une réduction de 8% des TMS entre 2014 et 2019 pour les établissements qui ont adhéré au programme, alors que cette baisse, elle est moitié moindre pour les établissements qui n'ont pas été ciblés et certains ont même connu une augmentation de leur sinistralité. En parallèle, le rôle de la branche, il s'est également renforcé en matière de prévention de la pénibilité et de l'usure professionnelle, en lien avec la loi d'août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. La COG, elle vise à favoriser l'usage du compte professionnel de prévention, en renforçant notamment sa visibilité auprès des salariés. Et les facteurs de risque ergonomiques qui ne sont pas inclus dans le C2P disposent d'un nouveau fonds d'intervention dédié à la prévention de l'usure professionnelle. Et enfin, la sinistralité, elle est aussi différenciée en fonction de la taille de l'entreprise, comme l'illustre ce schéma. Et de fait, les petites et les moyennes entreprises qui peuvent bénéficier de dispositifs d'aide directe qui peuvent venir pallier des moyens limités en matière de prévention des risques professionnels. C'est notamment à travers les contrats de prévention et les subventions prévention que les entreprises elles, peuvent bénéficier de ces aides pour intégrer pleinement la prévention dans leur fonctionnement. Alors, effectivement, les ambitions en matière de prévention, elles semblent être à la hauteur des enjeux, mais n'existe-t-il pas, malgré tout, certaines limites? Alors, on peut identifier 4 principales limites structurelles. Tout d'abord, la politique de prévention, elle ne parvient pas à combler les inégalités socio-professionnelles face aux risques. L'absence d'obligation aussi à la cotisation AT-MP pour les travailleurs indépendants, elle peut contribuer à réduire leur implication dans la prévention des risques auxquels ils peuvent être exposés. Et certains travailleurs indépendants qui réalisent notamment des métiers à risque n'ont pas toujours la capacité d'adhérer à cette cotisation ni de s'intégrer pleinement dans une démarche de prévention. Et l'approche sectorielle de la politique de prévention, elle présente également des limites au regard de l'activité de certains salariés. Par exemple, comment verser des subventions prévention au secteur de l'aide à domicile alors que ce sont les usagers eux-mêmes qui équipent leur logement. Ces limites, elles soulignent finalement les difficultés d'une approche de prévention qui est découpée par statut et par secteur, notamment dans un monde du travail marqué par l'ubérisation et un développement des statuts.
On peut également noter que les dispositifs d'aide directe aux entreprises manquent de ciblage stratégique et de suivi quant à leur impact sur la sinistralité. Les subventions prévention que l'on a évoquées tout à l'heure, elles profitent majoritairement aux très petites entreprises, mais elles négligent celles de taille moyenne qui sont pourtant davantage touchées par des accidents. Et les secteurs qui bénéficient aussi de ces aides ne sont pas non plus les plus sinistrés. Et certaines subventions relèvent d'une logique de première arrivée, premier servi, sans garantie de leur bon usage ni de leur intégration dans une démarche globale de prévention. Et selon une étude de 2018, les entreprises qui ont reçu ces aides, elles n'ont pas montré de baisse significative de leur sinistralité par rapport à celles qui n'en ont pas bénéficié. Et ce même constat, il est porté pour les contrats de prévention. Et malgré les préconisations de l'IGAS en 2022, puis celles de la Cour des comptes en 2024, de consolider l'offre de prévention existante, la COJ a maintenu une logique d'augmentation des aides financières. La troisième limite que l'on pourrait noter, c'est que les temporalités sont distinctes entre les programmes de prévention et la période de la COJ, ce qui constitue un frein à la mise en œuvre d'une politique de prévention fluide et efficiente. Et la COJ, pour la période actuelle, elle vise à renforcer la coordination entre les différents acteurs de la santé au travail, mais néanmoins, la prévention de la branche AT-MP, elle s'associe peu à d'autres feuilles de route en matière de santé publique dont son périmètre pourrait relever et dont les enjeux sont proches. On peut penser notamment au plan santé environnementale. Et enfin, pour terminer sur ces limites, la COJ, elle reste également timide sur les évolutions de la tarification et elle présente plusieurs limites en matière d'incitation à la prévention. Tout d'abord, les secteurs les plus sinistrogènes sont les secteurs qui ont le plus de dérogations en matière de tarification. Or, le fait d'avoir un taux mutualisé peut déresponsabiliser les acteurs. Et concernant le secteur des EHPAD, l'IGAS relevait notamment une faible maturité du secteur en matière de prévention des risques professionnels. Et également les leviers financiers individuels que l'on a pu évoquer, qui récompensent des actions de prévention menées par les entreprises, ont des effets limités. Le dispositif des ristournes ne semble produire les effets escomptés qu'auprès des grandes entreprises qui voient un intérêt financier. Et cette COJ ne prévoit plus de mettre en œuvre le dispositif prime signal, pourtant incitatif à la prévention. Alexandra, est-ce que tu peux maintenant nous présenter les leviers à actionner pour rendre la prévention plus efficace? Oui. Alors, nous l'avons vu, la prévention des risques professionnels se repose sur des fondations solides, mais elle doit s'adapter à des enjeux en constante évolution et les défis sont nombreux. Alors, on a relevé néanmoins quelques pistes pour une prévention renforcée qui se veut cohérente. Alix, tu l'as développé, la tarification AT-MP, elle reste un levier historique pour encourager la prévention. Et il conviendrait de mettre en œuvre une tarification qui soit plus adaptée. Il nous semble nécessaire, par exemple, de supprimer les dérogations existantes pour aligner les taux sur la réalité de la sinistralité d'une entreprise et donc d'introduire finalement une tarification qui soit individualisée ou mixte en tenant davantage compte également des efforts de prévention qui seraient réalisés. Alors, concernant le secteur des EHPAD, justement, il conviendrait évidemment de faire évoluer leur tarification qui repose actuellement sur des taux forfaitaires, indépendamment du nombre de salariés et du niveau de risque. Toutefois, il faudrait néanmoins tenir compte des difficultés conjoncturelles et structurelles qui traversent ce secteur. Par ailleurs, il nous semble nécessaire de renforcer encore davantage l'action des employeurs et des branches professionnelles qui jouent un rôle central dans la prévention. On pourrait imaginer par exemple que la branche AT-MP joue un rôle de partenaire privilégié pour accompagner la création d'organismes de prévention spécialisés, comme par exemple l'organisme professionnel de prévention du BTP, pour renforcer les actions ciblées et qui soient vraiment pertinentes à un secteur d'activité. Ou alors, dans la même veine, comme le souligne la Cour des comptes, on pourrait encourager davantage l'implication des branches professionnelles dans l'élaboration de politiques de prévention dans des secteurs à forte sinistralité ou ne disposant pas de fédération professionnelle très structurée. Et puis, côté employeur, là aussi, des actions sont à renforcer et des efforts sont à intensifier. En effet, actuellement, 50% des entreprises, et en particulier les très petites entreprises, ne réalisent pas, ne complètent pas le document unique d'évaluation des risques professionnels. Or, comment développer une politique de prévention et de réduction des risques s'ils ne sont pas identifiés au préalable?
Ce constat souligne l'importance d'un accompagnement ciblé, renforcé pour les aider à structurer leur démarche de prévention. Une prévention efficace, ça ne peut s'appuyer uniquement sur des démarches isolées et ça nécessite une meilleure coordination entre dispositifs et acteurs, tu l'as souligné tout à l'heure. Et là encore, la multiplicité des acteurs rend complexe l'écosystème de la prévention et peut même parfois être contre-productif. On pourrait peut-être imaginer de s'inspirer de modèles comme la démarche One Health qui vise à aborder la santé de manière holistique en intégrant des dimensions physiques, mentales et organisationnelles au domaine des ATMP. Cette démarche, elle est d'ailleurs initiée par le régime agricole via l'approche Une seule santé de la CCMSA. Par ailleurs, ce régime assure également le service de santé et de prévention au travail des agriculteurs. Et ça permet donc de déployer des actions de prévention qui sont intéressantes et avec une double mission. En effet, il convient quand même de le rappeler, trop souvent l'organisation du travail est négligée dans les actions de prévention, alors que c'est une source majeure de risques, et notamment en matière de santé mentale. Alors on pourrait également passer par le fait de développer une approche préventive par métier, et non uniquement par risque professionnel pour mener une politique de prévention efficace et omniforme. Par exemple, pour un même métier, on peut supposer qu'il y a les mêmes facteurs de risque. Et on devrait donc bénéficier et identifier les mêmes actions de prévention à mettre en place. Or, aujourd'hui, suivant le statut, l'approche peut être différente. Par exemple, un infirmier peut être sous un statut libéral, peut aussi être salarié dans un établissement de santé. Il ne bénéficiera pas forcément des mêmes actions de prévention. Et au-delà des leviers que tu viens de nous présenter, Alexandra, comment prendre en compte les risques émergents et les évolutions du travail? Alors, sur le sujet des évolutions du travail, il est clair que les politiques de prévention elles doivent anticiper les défis du futur. On peut prendre à nouveau l'exemple du médico-social où le virage domiciliaire expose les travailleuses et les travailleurs à des conditions spécifiques, risque d'isolement, de trajets fréquents, d'horaires irréguliers, des postures physiques pénibles et de fortes exigences émotionnelles. Il faut se poser les bonnes questions. Comment est-ce qu'on soutient et qu'on prévient les risques psychosociaux et l'isolement professionnel sur ces métiers, a fortiori lorsqu'ils sont isolés? Comment on assure et on facilite les reconversions professionnelles avant même l'apparition d'usure physique et mentale? Concernant la population des auto-entrepreneurs, même si la directive européenne concernant la présomption de salariat pour les plateformes est en cours d'adoption, c'est déjà une très bonne nouvelle, mais ça pourrait permettre en effet de clarifier les statuts, de réduire les inégalités en matière de protection sociale des auto-entrepreneurs. Mais il y a quand même des pistes qui sont à explorer pour encore améliorer leur protection sociale. Il est en effet primordial de garantir une couverture équitable face aux risques professionnels, tout en répondant aux évolutions du marché du travail. Alors, en termes de pistes, on pourrait imposer une assurance obligatoire, encourager la souscription volontaire via des incitations et en parallèle, mieux connaître la sinistralité pour pouvoir ajuster les dispositifs et notamment face à la sous-déclaration des ATMP. Enfin, on pourrait proposer aussi un cadre attractif de prévoyance pour assurer des garanties adaptées, couvrant les arrêts de travail, les invalidités, voire même les accidents graves. Et on peut également augmenter légèrement les cotisations pour financer une protection sociale élargie. Sur le sujet des risques émergents, il nous semble important de suivre de près les risques professionnels liés au réchauffement climatique notamment, comme par exemple les vagues de chaleur qui touchent particulièrement les emplois précaires dans le secteur du BTP. On peut pointer aussi l'émergence des accidents de trajet et notamment ceux avec les mobilités douces qui augmentent et qui sont sans doute encore sous-évalués. Ces nouveaux enjeux appellent une adaptation nécessaire de nos dispositifs. Et puis, on peut également citer la prise en compte indispensable de l'intensification de la charge mentale des travailleurs, avec une attention particulière auprès des salariés aidants. C'est une population qui va s'accentuer avec le vieillissement de la population et les réformes de retraite qui reculent l'âge de départ. En conclusion, on peut donc souligner des réussites de la politique de prévention des risques professionnels. En 20 ans, les entreprises ont réduit de 25% les accidents du travail, notamment en améliorant la sécurité de l'environnement. Alors oui, on peut dire que la convention d'objectifs et de gestion de la branche accidents du travail, maladies professionnelles s'implique et favorise une prévention efficace, en tout cas avec les leviers actuels qu'elle a à sa disposition. Certes, mais comme le souligne Vincent Beau, auteur de l'ouvrage La QVT, en finir avec les conneries, la santé mentale est encore largement négligée.
Les entreprises et les politiques se concentrent encore trop sur les aspects techniques et environnementaux sans s'attaquer aux causes profondes liées à l'organisation du travail et la charge de travail, facteur majeur de stress et d'accident. Alors en effet, la prévention des risques professionnels ne peut se faire sans une réflexion sur les conditions d'exercice du travail lui-même et sur sa dimension relationnelle. Pour briser ce fameux plancher de verre, il convient donc de repenser la politique de l'emploi afin d'intégrer pleinement les défis liés à l'évolution des métiers, à l'usure professionnelle et au vieillissement démographique. Alors pour cela, la COG actuelle, mais aussi celles à venir, doivent porter une attention à la santé globale des travailleuses et des travailleurs, c'est-à-dire, selon la définition de l'OMS, en intégrant une dimension physique, psychique, mais aussi sociale, afin de promouvoir leur bien-être et leur longévité au travail. Merci de votre attention.